bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. D'abord, donc, la Russie sera ce soir un pays un peu plus grand aux yeux, en tout cas, de son président Vladimir Poutine, qui doit donc officiellement reconnaître l'annexion de 4 régions ukrainiennes. Il s'agit des oblasts de Donetsk, de Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Selon son porte-parole, Vladimir Poutine a prévu un discours long à partir de 14h, heure de Paris. Et regardez ces images dans les rues de la capitale russe. Eh bien, l'heure est déjà aux préparatifs en vue de ce qui s'annonce comme une grande fête patriotique au terme de référendum. On y reviendra largement contesté et contestable. Alors que peut faire la communauté internationale? Est-ce que c'est un tournant dans la guerre? Faut-il craindre notamment la menace nucléaire? Dans un instant, nos invités répondront à ces questions sur ce plateau. Je salue l'amiral Jean-Louis Vichot. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien chef de mission militaire française auprès de l'OTAN. En face de vous, Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Écrivain, je cite notamment votre dernier ouvrage, L'Ukraine, une histoire entre deux destins, titre particulièrement d'actualité, livre publié aux éditions Bartilla. Mais avant cela, on va rejoindre Florent Boutet dans le cœur de la rédaction pour mieux comprendre, grâce à vous Florent, sur le terrain à quoi ressemblent ces nouveaux territoires annexés par la Russie. Les zones sont assez floues, Florent. Oui, c'est vrai, il y a un flou qui est sciemment entretenu, visiblement, par Vladimir Poutine, le maître du Kremlin. Parle-t-on uniquement des territoires contrôlés par la Russie? Avant la guerre, on vous montre ici les zones séparatistes de Donetsk et de Louhansk dans le Donbass, sachant que la Crimée avait déjà été annexée à cette époque par la Russie. Ou parle-t-on aussi des autres territoires contrôlés par la Russie, là où l'armée russe actuellement est présente dans le sud et puis dans l'est du pays? Ou alors parle-t-on encore, je vous les ai colorés ici avec les pourtours noirs, des frontières administratives des 4 régions, des 4 oblasts revendiqués par la Russie, dans l'est celui de Louhansk et de Donetsk, et dans le sud Zaporijjia ou encore Kherson, sachant que sur des pans entiers de ces secteurs, ici ou encore là, l'armée russe est totalement absente par exemple de la capitale de l'oblast de Zaporijjia, la ville de Zaporijjia, qui a toujours été contrôlée par l'Ukraine. Effectivement, il y a un flou et il faudra ce flou essayer de l'éclairer tout à l'heure. Que peut d'ailleurs annoncer Vladimir Poutine dans son discours? Quelles sont les hypothèses? Est-ce qu'on a une idée des options pour le chef du Kremlin? A priori, il y a peu de chances quand même qu'il annonce l'annexion de territoires qu'il ne contrôle pas militairement, ici ou là. Mais ce qui est important, l'enjeu, c'est par rapport à la politique de dissuasion nucléaire russe, puisque toute attaque du territoire de la Fédération de Russie pourrait amener une réponse nucléaire. Il y a quand même beaucoup de chances pour que Vladimir Poutine annexe les territoires séparatistes, puisque ça fait de nombreuses années qu'eux-mêmes revendiquent leur rattachement au pouvoir du Kremlin. Il est aussi, pourquoi pas, possible que la Russie veuille annexer tout l'est de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que ce sont historiquement les territoires revendiqués par ces mêmes séparatistes du Donbass. Reste la question plus floue, on le disait, du sud du pays, avec les zones de Kherson ou de Zaporijjia qui pourraient rester des républiques autoproclamées pro-russes, mais distinctes du territoire de la Fédération de Russie. Et dans cette hypothèse, des contre-attaques ici ukrainiennes, qui amèneraient à des reprises de territoire pourraient s'effectuer sans forcément risquer une réponse nucléaire russe en retour. Merci beaucoup, Florent Boutet. La doctrine nucléaire, elle a été publiée le 2 juin 2020, une oukase présidentielle signée par Vladimir Poutine dans laquelle la Russie se reconnaît le droit d'employer des armes nucléaires quand l'existence de l'État est menacée. Et c'est le cœur du sujet, nous en parlons notamment avec l'amiral Jean-Louis Vichot. Est-ce que là, si, quel que soit d'ailleurs le territoire qui est annoncé comme annexé par Vladimir Poutine tout à l'heure, on a aujourd'hui le risque d'une menace nucléaire qui pèse un peu plus sur nos épaules? Personnellement, je ne le crois pas. Tout simplement parce que les intérêts vitaux de la Russie ne sont pas menacés par la prise, ne serait-ce que des régions qu'il vient d'annexer ou qu'il va annexer tout à l'heure. Il faut bien voir que dans la doctrine russe telle qu'elle apparaissait en 2020, il s'agit bien de menacer l'existence de l'État russe. Or, l'État russe s'est très bien passé ces dernières années de ces territoires qui étaient ukrainiens. Donc, on ne va pas menacer l'existence de l'État russe en s'en prenant à ces territoires, si vous me suivez bien. Donc, je pense pas qu'il y ait un recours à l'arme nucléaire de façon massive, c'est-à-dire un principe même de la dissuasion, du fort au fort, où on a des puissances nucléaires qui s'affronteraient.
Le risque identifié, c'est celui d'avoir une attaque nucléaire avec une arme nucléaire tactique, c'est-à-dire de plus faible puissance, qui pourrait manifester la résolution russe sans pour autant avoir des conséquences considérables. Alors là, le problème, c'est qu'on est sur une hypothèse qui serait celle que là, on envisage l'utilisation de l'arme nucléaire tactique. Le problème de cette arme, c'est qu'elle est quand même nucléaire. Ben oui. Et que même de faible puissance, ça serait la première depuis la Seconde Guerre mondiale et on violerait définitivement un tabou sur le nucléaire. Donc ça serait un signe très fort qui mettrait la Russie au banc des nations. Donc je ne pense pas qu'il utilisera une arme de ce type. Il est plus vraisemblable, s'il en est réduit à de telles extrémités, qu'il utilise une arme chimique. Parce que ça, il l'a déjà fait. L'inconvénient de ces deux types d'armes, que ce soit le nucléaire ou le chimique, c'est qu'une fois que vous l'avez mis en œuvre, vous ne contrôlez plus les retombées. C'est-à-dire, il suffit que la météo change pour que les gaz, dans un cas ou les radiations dans l'autre, aillent vers votre pays. Et donc, à ce moment-là, il met en danger les populations sur lesquelles qui pourraient être touchées par ces retombées. Et ces populations-là, elles seront russes. Ce sont de sombres perspectives que vous nous dessinez, quelle qu'en soit d'ailleurs la nature. Pierre Laurin, moi je voulais avoir votre sentiment, vous qui connaissez bien ce peuple, parce que dans l'histoire, il y a aussi beaucoup de liens qui unissent les Ukrainiens et les Russes d'aujourd'hui. Que pensent les Russes à l'occasion de cette célébration patriotique, de ce qui va se passer, de cette annexion d'une partie de l'Ukraine? Oui, je vais vous répondre, mais d'abord, simplement un ajout à ce que vient de dire l'amiral, c'est que le nucléaire, tactique ou pas, n'est pas interdit. On ne l'emploie pas, mais il n'est pas interdit. Le chimique est interdit. Donc là, c'est un peu différent. Normalement, on emploie le chimique dans des endroits... On a vu que la guerre en Syrie avait notamment... Oui, mais ce sont des endroits qui sont difficilement contrôlés et contrôlables. Là, on est tout de même au cœur de l'Europe, c'est un peu plus compliqué. Alors, en ce qui concerne le peuple russe et les populations russophones, et celles-là, je ne parle pas des Ukrainiens, des territoires qui sont annexés aujourd'hui, mais les populations russophones de ces territoires, comme les Russes, ils trouvent que c'est normal. C'est-à-dire que, pour eux, le Donbass a toujours été russe. Et si l'on regarde la ligne de démarcation d'aujourd'hui, elle passe par le Dniepr et la partie, disons, la rive gauche du Dniepr est russe depuis 1686, depuis le traité d'Androusovo. Donc ce n'est pas nouveau. On est là dans un contexte qui dépasse largement l'État ukrainien, qui n'existe en fait que depuis... disons, théoriquement, le début du XXe siècle et pratiquement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais qu'on aille, du coup, dans ces territoires avec Luc Lacroix, qui est notre envoyé spécial, et il va nous dire, et puis je voudrais votre réaction ensuite, ce qu'il faut aussi voir en sous-texte de cette intervention de Vladimir Poutine cet après-midi. Vladimir Poutine va faire un grand discours et puis il y aura des festivités sur la place rouge. Des écrans géants et des estrades ont été installés, le tout aux couleurs de la Russie et avec le nom de ces 4 régions inscrits. Mais ces célébrations, elles masquent mal les problèmes que rencontre la Russie. D'abord, une contradiction. Vladimir Poutine, au déclenchement de son offensive, avait juré de ne pas occuper des territoires ukrainiens. Ensuite, l'Ukraine n'acceptera pas l'annexion de ces 4 régions parce qu'elles représentent 15% de son territoire. Inacceptable aussi par la communauté internationale. L'Europe prépare de nouvelles sanctions. Et puis, sur le terrain, la Russie a essuyé des revers. Elle risque même de perdre la ville stratégique de Liman, qui est située au nord de la région de Donetsk, une des régions qu'elle prétend annexer. Luc Lacroix pour ses explications. Donc on s'attend, Pierre Laurin, à une célébration patriotique telle qu'on a pu en voir le 9 mai dernier encore à Moscou. Vladimir Poutine, est-ce qu'il n'est pas aussi dans un objectif de reconquête de son opinion? Parce qu'on voit que sa cote de popularité, elle est en train de baisser là en Russie. Oui, bien entendu, la cote de popularité baisse pour tous les gouvernements du monde à partir du moment où ils décrètent la mobilisation. C'est très rare. Ça a été aussi un tournant, ça. Bien entendu, c'est un tournant, mais un tournant, tout est relatif. S'il reconquiert sa population par l'annexion, etc. Vous savez, le peuple russe est très patriotique, traditionnellement. Il est très difficile de le déstabiliser. Les jeunes, oui, les jeunes sont
j'allais dire majoritairement, mais on n'a aucune donnée, donc il est difficile de le dire. Mais ils ne sont pas favorables à la guerre, et peut-être même ils ne sont pas favorables. On le voit d'ailleurs avec Vladimir Poutine. les images de la fuite de ces jeunes vers la Finlande. La Finlande qui a d'ailleurs décidé de bloquer et de fermer ses frontières, comme d'autres pays l'ont fait avant elle. Ce qui est certain, c'est que ceux qui soutiennent encore Poutine dans cette guerre, ce sont ceux qui ne risquent pas d'être mobilisés. Comme vous le dites très justement, il n'y a pas beaucoup de sondages fiables, mais il y a quand même quelques sondages d'opinion qui passent, et on voit bien que c'est plutôt les gens qui ne sont pas mobilisables qui soutiennent la guerre, ce qu'on comprend assez bien. Le problème de la fuite des jeunes, c'est que les Russes sont déjà une population âgée, déjà une population qui n'a pas suffisamment de jeunes, et quand on voit que les jeunes, et en particulier les plus dynamiques, quittent la Russie, là, ça met en danger l'avenir proche de la Russie, par défaut de ressources humaines. Ce qui est très important également à dire, c'est que lorsqu'il y a une mobilisation, quel que soit le pays, et l'on se souvient des queues de jeunes gens qui étaient à la frontière du Canada au moment de la guerre du Vietnam, il y avait également de nombreux Américains qui ne voulaient pas participer à la guerre. Non pas parce que ils n'étaient pas patriotes, mais simplement parce qu'ils ne voulaient pas être engagés dans un conflit qui, pensait-il, ne les concernait pas. Et là, c'est un peu la même chose. D'autant que le conflit, a priori, est parti pour durer. Est-ce qu'on a un peu des nouvelles, entre guillemets, des progressions ukrainiennes? Parce qu'on a eu cette contre-offensive qui a eu du succès dans la région de Kherson, dans la région de Kharkiv. Ils continuent comme ça à progresser, les Ukrainiens? Ils continuent à progresser. Aux dernières nouvelles, et ça mériterait d'être confirmé aujourd'hui, ça le sera sans doute aujourd'hui, ils auraient pris la ville de Liman, en tout cas ils l'auraient complètement encerclée. Or, Liman, c'est la charnière dans le front du nord, c'est-à-dire le front qui se trouve près de la ville de Kharkiv. Il y a un axe nord-sud qui vient de la frontière russe jusqu'à la ville de Liman, et il y a un axe est-ouest qui va de Liman aux villes dont on avait déjà beaucoup entendu parler plus à l'est. Et manifestement, les Ukrainiens ont visé cette charnière, et en passant par les forêts, ils ont réussi à encercler cette ville. Dans cette ville, il y a 2 unités russes qui sont identifiées, une unité vraiment russe et une unité qui est composée de volontaires, entre guillemets, des républiques autoproclamées, et elles sont en très fâcheuse posture. Donc il faut voir comment ça va évoluer. Et j'ai vu qu'un responsable de l'occupation russe à Kherson avait été tué par les Ukrainiens, et notamment grâce au fameux lance-missiles HIMARS de l'armée américaine. Les États-Unis annoncent aussi avoir à nouveau voté une aide de plus de 12 milliards de dollars, aide militaire notamment à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut pas dire que d'une certaine manière la Russie a déjà perdu cette guerre vu ce qui se passe sur le terrain? Non, faut pas aller trop vite. On discute d'opérations qui sont sur quelques dizaines de kilomètres. On discute de l'efficacité des tirs d'artillerie ukrainiens pour isoler les forces russes qui se trouvent sur la rive droite du Dniepr, du côté de Zaporizhzhia. C'est sûr que c'est efficace, mais c'est sûr aussi que l'armée ukrainienne n'a pas la puissance nécessaire pour reconquérir rapidement, on le voit bien, l'oblast de Kherson et l'oblast de Zaporizhzhia. Un mot, parce que à l'instant, les forces séparatistes annoncent que Liman est partiellement encerclé par les Ukrainiens. Donc les confirme ce que je viens de vous dire. À l'instant. Et également, ce qui est important à dire, de ce côté-là, je suis pas tout à fait d'accord avec la personne qui présentait tout à l'heure les cartes. Il est clair que les Russes ont pour volonté de s'approprier les oblasts de Zaporizhzhia et de Kherson. Pourquoi? Parce qu'ils rétabliraient ainsi une continuité territoriale conséquente entre la presqu'île de Crimée et les oblasts qui a du sens au niveau de l'histoire. Oui, bien entendu, au niveau de l'histoire, ça a du sens. Mais conquérir entièrement l'oblast de Zaporizhzhia, ce n'est pas utile. Il suffit qu'il reste dans la rive gauche, qui est d'ailleurs une barrière naturelle et qui peut permettre la défense. C'est pas utile, mais c'est cohérent avec les déclarations du président Poutine au départ, qui visait même l'invasion de toute l'Ukraine. Zaporizhzhia, où ce sera jour de deuil le 1er octobre prochain, suite à cette frappe qui a touché, alors le bilan est encore provisoire, mais une trentaine de personnes, au moins 23 personnes tuées, 28 autres blessées, et Ukraine comme Russie, à ce stade, se renvoient à chacun la responsabilité de cette attaque d'un convoi civil. Toutes les victimes sont civiles. Je voudrais qu'on revienne sur ces référendums, messieurs, du 23 au 27 septembre, avec des scores soviétiques, plus de 99% parfois. La communauté internationale, elle est largement démunie. Il va y avoir 2 votes aujourd'hui au Conseil de sécurité, notamment un sur cette question-là. On sait déjà que la Russie apposera son veto. Sommes-nous condamnés à l'impuissance? Je crois que dans l'état actuel
des organismes internationaux, effectivement, ils sont impuissants. Regardez, il y a une partie de l'île de Chypre qui est occupée par les Turcs depuis 1974. Et on n'a pas trouvé de solution. Et on ne trouve pas de solution. La République turque de Chypre est reconnue par un seul État, la Turquie. Mais là, pourtant, on a un pays qui est membre du Conseil de sécurité qui a l'arme nucléaire et on ne peut rien faire. Et nous, on ne peut rien faire. Oui. Mais la Turquie n'a pas l'arme nucléaire et on ne peut rien faire non plus. Vous avez été à l'OTAN, vous connaissez de près ces questions-là. L'OTAN qui a été un petit peu revivifiée par cette attaque. Hein, voilà. Elle était en état de mort cérébrale selon le président Macron. Pareil, on évoquait le Conseil de sécurité de l'ONU, mais l'OTAN semble aussi relativement impuissante à cause de cette menace nucléaire. L'OTAN, elle est impuissante de par sa volonté, puisque par nature, c'est une organisation défensive. C'est une organisation défensive qui a pour vocation première de défendre les États qui en sont membres. Donc c'est clair qu'elle n'est concernée qu'à partir du moment où un État membre est directement attaqué. Et encore, quand cet État membre est directement attaqué, chaque État a le droit de dire à quel point il veut s'engager. Il doit s'engager, mais il peut s'engager de manière différente. Ça peut aller des sanctions économiques ou à l'utilisation des armes. Et on s'y prépare, l'OTAN est entraîné à ça, et c'est pour ça que la Suède et la Finlande ont rallié l'OTAN récemment, pour se mettre sous ce parapluie et se protéger ainsi de la menace russe qui a pris une nouvelle consistance. Donc ça, c'est parfaitement clair. Mais vous voyez bien une alliance défensive, donc il n'est pas question pour elle d'aller envahir l'Ukraine, ou même d'aller à l'appui de l'Ukraine. Il faudrait pour ça une décision. Mais est-ce qu'on peut pas à un moment montrer les muscles et dire, un peu comme le faisait Joe Biden, nous non plus, on ne bluffe pas? Alors, on montre les muscles, ça c'est parfaitement clair. C'est-à-dire qu'on montre les muscles et la preuve c'est que le soutien des pays occidentaux, chacun pris séparément ou collectivement, à l'Ukraine pour la fournir des armes et lui permettre de répondre à l'agression. Là, ça nous évite d'être dans un statut de co-belligérant. Mais on est quand même engagé en soutien, en appui de l'Ukraine. Alors l'OTAN en tant qu'organisation militaire n'est pas impliquée directement. Ce sont bien les États et leurs organisations qui se coordonnent par le biais de l'OTAN et qui expliquent et qui forment le personnel ukrainien. Et puis, on se coordonne aussi pour apporter à l'Ukraine tout l'appui dont elle a besoin, en particulier dans le domaine du renseignement. Pierre Lerin, quand vous voyez la façon dont se dessine un petit peu cette guerre, est-ce que Vladimir Poutine peut reculer, lui qui considère presque cette partie-là de l'Ukraine qu'il compte annexer comme son espace vital, pour reprendre une expression restée à la postérité? D'une certaine manière, c'est devenu un espace russe. Oui, à partir du moment où c'est annexé, c'est considéré par le Kremlin comme un espace russe. Remarquons que tout l'oblast de Kharkiv ne fait pas partie des annexions. C'est à l'extérieur. Et c'est là où se déroule l'offensive ukrainienne actuellement. En ce qui concerne l'offensive dans le sud à Kherson, elle est vraiment très très limitée pour le moment et vraisemblablement, tant que l'offensive du Nord ne sera pas terminée, il sera difficile de déployer des troupes supplémentaires au Sud. Donc, pour Vladimir Poutine, il n'y a pas beaucoup de problèmes de cet ordre-là. D'autant plus que nous sommes demain, le 1er octobre, l'hiver s'annonce, les conditions climatiques et météorologiques vont être très difficiles et donc, d'une certaine manière, le front sera gelé, en tout cas physiquement. Peut-être qu'il sera également gelé tactiquement, stratégiquement, militairement, mais en tout cas, la partie difficile des combats s'annonce. Une précision là-dessus, effectivement, les conditions climatiques ont beaucoup joué, on l'a vu au printemps. Là, l'hiver peut changer quelque chose? L'hiver va changer quelque chose, bien sûr, avec l'arrivée de la neige, mais l'arrivée du gel. Alors, l'arrivée du gel et de la neige, il faut relativiser parce que ça durcit le terrain. Oui. Non, mais ça durcit le terrain, effectivement. Donc, on n'est plus embourbé comme on l'a été au moment de la Rasputitsa au printemps. Donc, le terrain devient paradoxalement plus facile pour les véhicules blindés et chenillés qui ont été conçus pour ça. Or, les blindés russes ou soviétiques, les Russes et Ukrainiens ont été conçus pour ça. Ils ont des chenilles larges et ils ont montré que l'hiver les empêchait pas de bouger. Puis également, ces gens-là, ils font la guerre également par des températures très basses. Ils les connaissent et ils ont déjà passé un hiver dans ces circonstances-là. Donc, je pense pas que il y aura certainement pas de grandes offensives ou de grands déploiements. En particulier, il est très difficile d'avoir des appuis aériens. Mais il peut y avoir au sol des combats encore sévères
entre les deux parties. Et quand est-ce que les renforts annoncés par Poutine suite à cette mobilisation Alors les renforts, ils sont en train d'arriver, mais ils arrivent en ordre très dispersé, ils arrivent sans être formés, et pour le moment, ça n'est absolument pas efficace. Ce qui est extrêmement choquant dans la mobilisation annoncée, c'est le désordre administratif dans lequel elle se réalise. On voit que les militaires s'y impliquent peu ou n'y sont pas impliqués. On ne sait pas très bien comment ça se passe. On voit que les gens qui sont convoqués sont pas ceux qu'on avait annoncé qu'on allait convoquer. Il y a vraiment en ce moment un grand bazar autour de cette mobilisation partielle. On n'a pas fermé les frontières, on n'empêche pas les gens qui sont en âge d'être mobilisés de partir. Enfin, c'est vraiment très curieux. C'est plus du déclaratif aujourd'hui que de l'efficacité militaire. Ça, c'est certain. En un mot, tous les deux, est-ce que vous diriez que ce 30 septembre va marquer un tournant dans la guerre russo-ukrainienne? Du côté russe, je pense que ça va marquer un tournant dans la mesure où Vladimir Poutine, cet après-midi, peut déclarer que les objectifs de la guerre, enfin de l'opération spéciale militaire, sont atteints. Donc là, effectivement, à partir de là, il sera toujours possible d'envisager éventuellement des négociations sur un cessez-le-feu, sur autre chose. D'autant plus, je le répète, que la région importante pour l'offensive ukrainienne ne fait pas partie des territoires annexés. Amiral Jean-Louis Vichot, est-ce qu'on est à un tournant aujourd'hui? Non, je pense que le tournant, il est symbolique. Et il est symbolique et il n'ira pas au-delà du symbole. Les Ukrainiens et les alliés ont dit que ils considéraient que ça restait du territoire ukrainien et donc qu'il était légitime de le libérer. Ça, c'est un fait établi. Je pense que la majorité des pays, et on va bien voir aux Nations Unies, en particulier lors du vote de l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée générale, ne considérera jamais ces territoires-là comme un territoire russe. Et il faudra suivre notamment la position de la Chine et de l'Inde. Je voudrais vous remercier beaucoup tous les deux et soyons complets en citant cette déclaration à l'instant de Volodymyr Zelensky qui traite la Russie, je cite, de terroriste et de racaille sanguinaire après la frappe à Zaporijjia. Nous venons de recevoir des images de ce bombardement qui a donc touché, je vous le disais, un convoi civil dans cette ville de l'Ukraine. Bilan incertain, mais au moins 23 personnes tuées et 28 autres blessés. Ukrainiens comme Russes se renvoient tous les deux la responsabilité de ce drame. Merci beaucoup à tous les deux, Amiral Jean-Louis Vichot et Pierre Laurin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Ukraine, une histoire entre deux destins, aux éditions Bartilla. Merci à vous. L'actualité concerne